Quand on se lance en bourse, on a deux choix qui s'offrent à nous. Soit les ETF, soit les actions. Et les ETF apparaissent comme la manière la plus simple pour débuter. Ça demande seulement quelques minutes par mois de gestion, la sélection reste très simple et tu peux commencer à partir de quelques euros seulement. Cependant, dans l'univers boursier, il existe des milliers d'ETF différents avec leurs spécificités. Et dans ces conditions, tu peux certainement te poser toutes ces questions. Lequel choisir? Comment savoir si je fais les bons choix pour construire ma sécurité financière? Comment évaluer le bon et le mauvais ETF? Et bien justement, dans cette vidéo investisseur, je vais t'éclairer sur comment construire un portefeuille d'ETF et voici le sommaire. Premièrement, on va voir qu'est-ce qu'un ETF. Deuxièmement, comment bien choisir son ETF. Un troisième point, on va voir quelques exemples avec des stratégies de portefeuille d'ETF. Quatrième point, comment trouver les ETF en bourse. Justement, là, on va voir un site en particulier pour voir comment est-ce que tu peux les trouver. Et cinquième, comment éviter les pires erreurs lorsque tu vas sélectionner des ETF. On commence. Premièrement, qu'est-ce qu'un ETF? Alors, tu vois ça? Eh bien, c'est un ETF. Un ETF, il faut le voir comme un panier d'actions qui va englober donc plusieurs actions en un seul achat. Je vais t'expliquer un peu plus en détail ce que ça veut dire. Un ETF pour Exchange Traded Funds ou fonds indiciels coté en bourse est un produit financier proposé par des intermédiaires, donc des fonds d'investissement, émetteurs d'ETF ou des banques. Et son but, eh bien, il vise à reproduire, à coller la performance d'un indice boursier afin de proposer les mêmes performances. Et si tu ne sais pas ce qu'est un indice boursier, on va le voir justement un peu plus en détail. Quand tu prends par exemple le CAC 40 va regrouper les 40 plus grandes capitalisations françaises. Donc là, ici, tu as du Total Energy, Schneider, LVMH, L'Oréal. Ou tu as également un autre indice boursier comme le S&P 500. Le S&P 500 va regrouper les 500 plus grandes capitalisations côté Amérique. Ici, tu t'en doutes bien, tu as du Apple, Microsoft, Nvidia, même voilà, Amazon, Tesla, Nike, McDonald's. Et il faut savoir que ces ETF-là sont particulièrement performants, en tout cas ces indices-là sont performants. Il faut savoir que sur 10 ans, donc dividendes réinvestis, les gains sont tout simplement énormes, en tout cas sur des ETF. Bon, bien sûr, les performances passées ne préjugent pas des performances futures et tout ce que je vais te dire au sein de cette vidéo ne représente pas un conseil en investissement. Pense bien à faire tes propres recherches à côté. Fermons ce disclaimer. Le Nasdaq 100 propose, tu vois, depuis 10 ans, plus 589%. Donc 1000 euros investis, tu vois, ça t'aurait rapporté 5890 euros. Le S&P 500, plus 314%. Le MSCI World, 213%. Le CAC 40, 136%. L'Eurostock 50, 117%. Et le Emerging Market, donc côté pays émergents, plus 58%. Donc c'est pas le plus performant en effet, les pays émergents. C'est pour ça que moi personnellement, je suis pas très fan pour l'instant de ce continent-là, en tout cas de cet indice-là. Ensuite, maintenant tu vas te poser la question. Là, on a fait une brève parenthèse sur le qu'est-ce qu'un ETF et les différentes théories. C'est vrai que je le répète de nombreuses fois au sein de ma chaîne YouTube. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné, fonce t'abonner et à laisser un petit pouce bleu si le concept de la vidéo te plaît. On continue. Comment bien choisir son ETF? Alors, il faut savoir qu'on va y aller étape par étape. Les ETF, c'est avant tout un style d'investissement. C'est-à-dire pourquoi est-ce que tu vas choisir tel ou tel ETF? Il faut savoir déjà premièrement, tu as plusieurs gammes d'ETF. Tu as des ETF de marché, des classes d'actifs, thématiques et de dividendes. On va y aller étape par étape. Premièrement, tu as l'ETF gamme marché. C'est-à-dire que ces ETF vont suivre, comme je te l'ai dit précédemment, un indice boursier. Ici, donc, tu vas suivre les 40 plus grandes entreprises avec le CAC 40, le Nasdaq 100, les 100 plus grandes valeurs technologiques en Amérique, tu as le S&P 500, le Stocks Europe et le MSCI World qui va lui suivre vraiment plus de 1400 entreprises à travers le monde. Donc ici, on verra que le MSCI World est plus exposé au continent américain. Et tu as également le Amundi MSCI Emerging Market, voilà tout ça. Et donc ça, tu vas suivre les performances d'un indice plutôt marché, d'accord, qui va suivre un pays, plutôt les entreprises d'un pays en particulier. Tu as également la classe d'actifs. Donc ici, la classe d'actifs, d'accord, là, je dézoome un peu plus. Tu vas avoir donc les actions, bien entendu, mais tu peux aussi avoir des obligations et des matières premières. Donc les matières premières, tu peux suivre de l'or et tu peux investir aussi sur l'argent. Ici, tu vas suivre donc le cours de l'or et tu vas suivre le cours de l'argent avec les ETF. En tout cas, les ETF te permettent ça. Tu as également des ETF de gamme thématique. Ici,
L'indice peut suivre une stratégie qui est cible. Ça, on le verra tout à l'heure lorsque je vais te présenter l'outil pour trouver tes ETF. Donc, tu as par exemple le Amundi PEA-O et tu as le iShares Global Clean Energy pour investir dans les énergies vertes. Également, tu as l'ETF de gamme dividende. Ici, la gamme dividende, eh bien, tu vas choisir entre deux ETF. Alors, il faut bien savoir une chose, et ça, c'est très important aussi, toi qui veux investir sur les ETF. Tu as deux types d'ETF. Premièrement, tu as un ETF qu'on appelle distribuant. Ici, il faut savoir, on va revenir un petit peu en arrière aussi si tu le veux bien. Un ETF, qu'est-ce que je t'ai dit auparavant? C'est un panier d'actions. Il y a donc des actions à l'intérieur. Tu t'en doutes bien, certaines actions versent des dividendes. Mais là, ce qui est bien, tu vas voir qu'il y a un côté encore plus bénéfique avec les ETF, c'est son effet capitalisant. Le capitalisant, c'est-à-dire que le fonds de gestion qui gère l'émetteur, qui gère l'ETF, va réinvestir les dividendes automatiquement au sein du fonds, donc qui va faire travailler les intérêts composés. Donc toi, en fait, tu n'as strictement rien à faire. Les dividendes vont être perçus et réinvestis automatiquement. Il y a deux choses que ça te permet. Premièrement, d'un point de vue fiscal, tu ne vas pas être imposé sur les dividendes puisque c'est les fonds qui vont gérer ça. Et deuxièmement, tu vas éviter tout ce qui est les frais de transaction, c'est-à-dire que donc c'est encore le fonds qui va gérer ça. Donc tu optimises deux fois, à la fois sur les frais de transaction et sur la fiscalité. Maintenant, il peut y avoir une autre position. Si tu as envie plutôt d'être dans une phase de rente, c'est-à-dire recevoir des dividendes et t'en servir pour vivre, d'accord, dans la vie de tous les jours, ou pouvoir les réinvestir ailleurs, eh bien tu as des ETF qui s'appellent distribuants. Les distribuants, donc les dividendes reçus, ne sont pas réinvestis dans l'ETF, mais vont être tout simplement distribués à son actionnaire, tout simplement. Donc deux méthodes d'accord de distribution totalement différentes. Donc par exemple, ça se schématise comme tel. Ici tu as le Amundi PEA-O, tu vois, politique de distribution, c'est capitalisation au-dessus. Donc capitalisant, c'est souvent C ou souvent on l'appelle le accumulant AC. Et tu as le distribuant, alors là par exemple avec le Amundi CAC 40, pour ça qu'il faut que tu fasses attention. Souvent dans les ETF, tu as soit capitalisant, soit distribuant sur le même indice. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention sur lequel tu choisis, c'est assez important. Bien entendu, avant de trouver ton ETF et avant de choisir ton ETF, il va falloir que tu regardes des critères, d'accord? Pour les passer assez rapidement, d'accord, le premier critère, c'est le TFE, donc le total des frais sur encours. C'est tout simplement le coût annuel permanent d'un ETF. Donc ces coûts sont automatiquement retenus par le fournisseur de l'ETF et sont déjà inclus dans le prix et la performance de l'ETF. Mon critère, c'est que je veux souvent des frais inférieurs à 0,30%. Donc là, tu vois, ici le 0,15, ça correspond à l'ETF du BNP Paribas, du S&P 500, mais ça, je te le ferai voir plus tard. Donc par exemple, tu vois, ici pour te démontrer encore, le PEA-O qu'on a vu avec Amundi, tu vois, c'est 0,6% par an. Donc ils vont être prélevés sur la performance de ton ETF. Et concernant le Amundi CAC 40, il y a 0,25% par an. Donc ici, on est inférieur à 0,30%. Donc pour moi, c'est plutôt beau. Donc il faut faire attention aux frais. Mais ça, nous y reviendrons également sur les frais. Critère numéro 2, la taille du fonds. La taille du fonds, ça correspond tout simplement au montant investi par les actionnaires dans l'ETF. C'est le total. D'accord? Donc là, mon critère, moi, c'est supérieur à 100 millions. Et la taille du fonds, tu vois, c'est 3,6 milliards que tu peux voir sur le BNP Paribas. Le dernier critère aussi que j'aime bien regarder et que tu peux commencer à fouiner un petit peu, c'est le tracking error. Alors le tracking error, qu'est-ce que c'est? Il mesure à quel point les rendements de l'ETF s'écartent de ceux de l'indice qu'il vise à coller, à répliquer. Par exemple, juste ici, tu vois sur l'image, on a le fonds. Donc le fonds ici, c'est le BNP Paribas, S&P 500 et l'indice de référence. Ici, tu vois que sur 5 ans, eh bien, on est à 112,33% sur le fonds et l'indice de référence est à 108%. Donc ici, le tracking error, comme je le mis, est très faible. Et donc de ce fait, tu as deux tracking errors. Un tracking error faible et un tracking error qui peut être élevé. Un faible, c'est-à-dire que l'ETF réplique parfaitement bien et fidèlement l'indice, voire il peut être supérieur, comme on peut le voir ici avec le BNP Paribas. C'est-à-dire que, alors il y a plusieurs conséquences, c'est avec des frais de gestion qui sont extrêmement faibles, il y a des prêts de titres, il y a une meilleure gestion de la liquidité, donc tout ça, ça peut faire que le fonds dépasse l'indice de référence. Et ensuite, tu as le tracking error élevé, donc là ici, il y a une grande différence entre les performances de l'ETF et de l'indice, ce qui peut signaler des performances dans la gestion ou des coûts élevés au sein de l'ETF. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et donc ici on a une étude de cas comme je te l'ai expliqué avec le BNP S&P 500. Tu vois que là on voit très clairement que la ligne en verte, tu vois, décolle de l'indice de référence qui est en bleu marine foncé. Tu vois très clairement que oui, là on a une très belle surperformance cumulée sur, alors ici on est sur 5 ans
bien entendu. Maintenant, tu vas me demander, Sony, donne-moi des exemples, des stratégies de portefeuille d'ETF qu'on peut mettre en place. Juste, petit arrêt, d'accord, encore un disclaimer avant qu'on me tombe dessus. Ces portefeuilles-là ne sont pas exhaustifs, d'accord? Tu peux créer ton propre portefeuille, tu peux t'inspirer de ce que je te dis, mais en rien, ça ne doit représenter pour toi un conseil en investissement. Je te fournis des informations qui sont globales, mais ces portefeuilles ne doivent pas être copiés-collés. Pense à bien faire tes propres recherches à côté. On commence par le premier. La stratégie numéro 1, c'est le portefeuille, tu t'entends bien, à dividendes. Donc l'objectif ici, c'est de créer des compléments de revenus avec tes investissements. Ton profil, eh bien, tu veux te créer des revenus passifs pour vivre de tes investissements chaque mois. Donc ici, tu as plusieurs ETF. Moi, ce que j'ai remarqué qui était plutôt bon et qui était plutôt bien structuré et cher, et moins cher en termes de frais, c'est Vanguard FTSE All World High Dividend Yield, et tu as le SPDR S&P Euro Dividend. Ici, donc, c'est à la fois t'exposer au All World, donc le All World est principalement exposé aux États-Unis, et ensuite te diversifier un petit peu plus sur le continent européen. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et ici, tu peux faire du 50%, 50%, à toi d'allouer la somme que tu souhaites. Bien entendu, ces ETF-là ne sont pas disponibles sur le PEA. La stratégie numéro 2, ici, on va viser le monde. L'objectif est de construire un portefeuille qui est très diversifié et qui va s'exposer aux plus grands pays, aux plus grandes entreprises du monde. Et donc, ton profil, en fait, c'est tu veux réduire tes risques en te diversifiant dans un maximum de pays. Et donc le portefeuille, à titre d'exemple, tu peux choisir le BNP Paribas SI S&P 500 UCITS, tu as le iShares Core MSCI Emerging Markets et tu as le Amundi Stocks Europe 600. Donc ici, moi, comment est-ce que je procéderais? Comment est-ce que j'allouerais mon capital sur ce ETF-là? Par exemple, sur 1000 euros, moi j'investirais 600 euros, tu vois, sur le continent américain, 300 euros plutôt sur le continent européen et je mettrais 100 euros sur les pays émergents parce que je trouve que les pays émergents proposent de moins bonnes performances. Bien entendu, sur le BNP Paribas Easy S&P 500, si tu veux rajouter un petit peu plus de performance, il faut savoir que le Nasdaq 100 propose plus de perf, cependant a un historique beaucoup moins éloigné, si je puis dire, que par rapport à son camarade S&P 500. Donc ça, après, c'est à toi d'évaluer les risques, mais sache que le Nasdaq 100 est beaucoup plus volatile qu'un S&P 500. Ensuite, tu as la stratégie numéro 3, c'est le portefeuille que j'appelle lazy, donc feignant en anglais. Et donc celui-là, il est éligible au PEA. Alors ici, c'est extrêmement simple. De toute façon, quand tu investis en ETF, c'est principalement pour cette raison. Tu manques de connaissances, tu as envie de te lancer assez rapidement, eh bien tu peux construire ce genre de portefeuille. L'objectif, c'est d'investir dans un premier ETF car tu te lances en bourse et tu veux capitaliser sur le long terme. Et tu veux éviter les frottements fiscaux. Voici ce que je te propose. Ce profil-là, c'est plutôt quelqu'un qui va débuter dans l'investissement et qui ne veut pas du tout se prendre la tête, comme je le dis. Et donc ici, il y a deux possibilités. Soit tu as le BNP Paribas Easy S&P 500, donc ici sur le côté Amérique, ou le iShares MSCI World, soit PEA UCITS. Encore une fois, je te le dis, le S&P 500, tu peux le remplacer par le Nasdaq 100 si tu veux plus de performance, mais attention à toi, il y a plus de volatilité. Et donc tu peux faire soit ça, soit ça. Alors tu vas me dire, Sony, pourquoi est-ce que tu prends pas les deux? Eh bien c'est une très bonne question et je vais te montrer pourquoi. J'ai fait une dernière vidéo, d'ailleurs je te la montre juste ici, mais bon je vais te résumer aussi en quelques points pourquoi est-ce que cette vidéo je l'ai fait, le S&P 500 ou le MSCI World. Si tu veux la visiter, tu n'hésites pas à t'abonner sur mon compte YouTube et à laisser un petit pouce bleu. Et donc justement, il y a deux ETF, mais tu vas voir qu'ils sont quasiment identiques en fait. Il faut savoir que le Amundi MSCI World est exposé à 71% sur le côté américain. 71%, ensuite le reste, les 30% restants, restent sur d'autres pays. Donc tu t'en doutes bien, eh bien c'est pas vraiment diversifié vu qu'on est très exposé au marché américain. Et donc ici, les principales lignes, tu vois que sur le MSCI World, on a Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet, Broadcom, JP Morgan. Et si tu regardes maintenant côté BNP Paribas S&P 500, eh bien on a quasiment, je dis bien quasiment, la même chose. Donc en fait, acheter du S&P 500 et du MSCI World, ça équivaut un peu à la même chose. Donc si tu veux éviter qu'il y ait du doublon, pense à réfléchir sur ton choix ou aller voir la vidéo comme je te mets juste ici, comme ça tu auras toutes tes réponses investisseurs. Et avant de passer au quatrième portefeuille investisseur, si tu es intéressé à construire ton premier portefeuille d'ETF et à commencer en bourse sans aucune connaissance en 5 minutes par mois et quelques euros, eh bien tu peux réserver un lien d'appel avec moi, c'est le premier lien dans la description, ça sera soit avec moi, soit avec
un membre de mon équipe et cet appel est là pour te faire découvrir le programme de l'écosystème Sequoia et comment est-ce qu'il peut t'aider à bâtir une richesse durable et à construire ton écosystème financier afin de te créer des revenus passifs tout en construisant un patrimoine exponentiel dans le temps. Si tu es intéressé, c'est le premier lien dans la description, tu peux réserver un appel. On reprend donc sur la quatrième stratégie investisseur, c'est l'éco-responsable. Ici, tu vas investir dans des sociétés impliquées dans la production d'énergie propre. Le profil, c'est que tu veux investir dans des entreprises qui ont un impact positif pour la planète. Tu peux. Et donc, tu as deux types de portefeuilles. Tu as deux types d'ETF en tout cas. Premièrement, tu as le iShare Global Clean Energy et tu as le Amundi PEA-O MSCI Water. Donc, tu peux faire 50-50. Mais, je dis bien mais, attention concernant ces ETF-là qui possèdent des frais assez chers. Si je ne me trompe pas, le PEA-O, on l'a vu précédemment. Le PEA-O, ouais, tu vois, est à 0,6% par an. Donc, il faut faire attention concernant la performance de cet ETF-là et les frais qui vont s'appliquer. Moi, je trouve que 0,6% par an, c'est assez cher, mais après, si on a des convictions, je comprends tout à fait que tu préfères t'orienter vers ce type de stratégie-là. Ensuite, tu as la cinquième stratégie. Attention, d'accord, celui-là est plutôt dangereux. Il faut savoir que tu as des ETF qu'on appelle à effet de levier. C'est-à-dire, quand tu vas investir, par exemple sur le Nasdaq 100, ici, tu vois, tu as un effet de levier x2. Et en fait, c'est pour des profils qui sont vraiment... Ils sont conscients des risques, mais ils veulent un peu booster, tu vois, leur portefeuille, avoir un petit peu plus de performance. Eh bien, tu as des ETF à effet de levier comme le Amundi Nasdaq 100 Daily 2 fois Leverage. C'est-à-dire, quand l'ETF va gagner, par exemple, je te dis une bêtise, d'accord, 10%, eh bien le Nasdaq 100, en fait, ton ETF va gagner 20%, d'accord, x2. Cependant, tu t'en doutes bien, l'effet contraire, c'est exactement la même chose. Si tu perds 10%, eh bien dans ton portefeuille, tu perdras 20%. Donc ça, à toi d'avoir les nerfs accrochés et à toi de voir combien est-ce que ça peut représenter dans ton portefeuille. À titre d'exemple, tu peux très bien prendre 10% de ton patrimoine bourse, d'accord ? 10% affecté, pourquoi pas, sur ce Nasdaq 100. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. Pense à faire tes propres recherches, bien sûr. Investisseur, c'est assez important. Alors maintenant, comment trouver les ETF ? Eh bien, je vais t'expliquer, je vais te donner très rapidement rendez-vous sur mon écran et je vais te montrer donc comment trouver ces ETF avec le site JustETF. Pour rechercher des ETF avec ce site investisseur, donc tu vas dans sélecteur d'ETF et trouver des ETF. Et ici, donc tu vas avoir plusieurs lignes qui vont s'afficher. Moi, je te donne rendez-vous si tu veux affiner tes recherches. Allez, tout de suite ici sur la colonne de gauche. Et ici, tu as plein de choses. Premièrement, si tu veux choisir uniquement des ETF qui sont éligibles à ton PEA, eh bien, tu peux aller, tu vois, éligible au PEA, cocher juste ici. Et ici, tu as tout ça. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que tu peux trier par colonne. D'accord ? Tu peux voir les performances, tu peux voir la méthode de distribution, si c'est capitalisant ou distribuant. Tu peux voir la taille du fonds également. Tu vois, bon là je coche tout ça. Tu peux voir le ticker, tu peux voir etc. Et là tu peux cocher. Et moi ce qui m'intéresse, parce que bon, on est tous d'accord avares un petit peu d'argent, d'accord ? On veut tous investir dans des ETF qui sont à la fois peu risqués et qui rapportent aussi du rendement sur notre patrimoine. Eh bien tu peux cliquer juste ici, tu vois, sur le 5A et tu peux voir la moyenne, tu vois, des entreprises qui ont été les plus performantes. Donc ici c'est bien éligible au PEA parce que je l'ai coché juste là. Et donc tu peux voir sur 5 ans, c'est 192%, sur 3 ans 61% et sur 1 an 41% et c'est le Amundi PEA US Tech. Tu as aussi le Lixor PEA Nasdaq 100 qui rapporte aussi de très belles performances et on a notre cher BNP Paribas Easy S&P 500 à 109,11%. Tu as la méthode, tu vois, de distribution, capitalisation et tu as aussi, tu vois, le même comme je t'ai dit mais en distribuant. Donc c'est pour ça, tu vois, qu'il faut faire attention à la différenciation et comme tu peux le voir, eh bien, il y a une nette moindre performance. Pourquoi ? Parce que les dividendes ne sont pas réinvestis à l'intérieur du fonds, ils sont distribués. Donc c'est totalement différent. Si tu as envie de retrouver ces ETF-là, tu as le numéro ISIN à copier-coller dans ton broker afin que tu puisses les trouver. Maintenant, tu vas me demander, Sony, je veux une stratégie précise. Par exemple, je veux acheter des métaux précieux. Tu peux. Par exemple, tu peux aller dans les métaux précieux juste ici. Et donc là, tu peux filtrer également en termes de performance. Tu vois, ici, c'est le Silver Invesco qui a été le plus performant. Silver, en effet. Ensuite, tu as le Gold, etc. Mais bref, voilà, tu peux investir. Tu peux même investir sur des stratégies d'action, sur des pays, tu vois, sur des secteurs. Par exemple, si tu as envie de t'exposer sur le secteur automobile. Alors là, non, j'ai pas mis PEA. Mais tu vois, tu peux voir le secteur automobile. Alors, tu verras que, j'en dis pas plus, mais il y a peut-être une erreur là-dedans. Et également, tu peux investir sur des stratégies d'action. Et ça, c'est génial. Tu vois, si tu veux plutôt small cap, tu vois, investir sur des entreprises de petite taille,
tu peux choisir sur des large cap, sur des fondamentaux, je veux dire, de qualité, et également sur des dividendes. C'est-à-dire si tu préfères investir, bien sûr, des sociétés qui versent des dividendes, tu peux également aller jeter un œil juste ici, éligible au PEA, tu vois, tu peux vraiment filtrer et avoir tout ça. Et si tu veux par exemple en savoir un peu plus sur un ETF, eh bien voilà ce que ça donne. Par exemple ici moi j'ai tapé le Amundi MSCI World, donc le CW8, d'accord, qui est connu, donc que tu peux aller voir. Et donc ici tu peux creuser vraiment, tu as tout. Le TER, rappelle-toi, eh bien c'est les frais sous gestion. La méthode de capitalisation, tu vois, la méthode de distribution CAPI. Réplication synthétique, on va pas trop détailler sur ça, mais c'est avec des contrats swap, c'est assez complexe, j'ai pas envie de trop de rentrer dans les détails ici. On reste quand même sur du contenu pour commencer. Et aussi la taille du fonds, tu vois, on a 3,5 milliards. Et donc ici, tu peux voir même la performance, tu vois, de cet indice, tu vois, du MSCI World. Et si, tu vois, tu peux même comparer, tu vois, par rapport à un ETF en particulier. Par exemple, je sais pas si je peux retrouver, bah voilà, tu vois, si, génial. Le BNP Paribas Easy S&P 500, hop. Et donc en fait, ici, tu peux comparer même les performances de tes ETF. Ce qui peut être sympa également, si tu veux comparer, tu vois, si tu hésites entre deux ETF, lequel prendre, eh bien tu n'hésites pas. Et si tu hésites encore davantage à investir et à construire ton premier patrimoine, mais tu ne sais pas comment faire et tu veux intégrer un écosystème, tu n'hésites pas, c'est le premier lien dans la description. Tu as un appel qui est 100% gratuit avec moi ou un membre de mon équipe et on saura t'expliquer comment fonctionne l'écosystème Sequoia et son programme. Donc voilà par rapport à ça. Tu as également ce qu'on appelle le document Fact Sheet. Alors quand tu cliques sur le Fact Sheet, ça va te montrer en fait un document comme ça. Ici c'est le détail, d'accord, de l'entreprise. Enfin, c'est le détail de l'ETF. Et donc tu vois, si on zoome un petit peu, eh bien en fait tu peux voir très clairement, tu vois, alors là c'est très, il colle parfaitement à l'indice. Donc en fait le tracking error est vraiment très faible. Donc ici tu peux voir également comment est constitué l'ETF, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du MSCI World. Ici le nombre de valeurs, tu peux voir qu'il est à 1464. Ici on est exposé, tu vois, aux États-Unis à 70,89%. C'est pour ça que précédemment, je t'ai dit que ça faisait un peu doublon. Et donc ici, tu as même les principales lignes, tu vois, du MSCI World. Tu as également le BNP Paribas S&P 500 que tu peux sélectionner, d'accord, avec, tu vois, les frais 0,15. Tu peux voir également le graphique, tu vois, le comparer comme je te l'ai dit précédemment, etc. Et également, tu peux voir, son fact sheet, donc le document. Et donc ici, tu peux voir très clairement, tu vois, le tracking error très positif puisqu'elle surperforme, comme on a dit précédemment, son indice de référence. Passons désormais aux erreurs fatales à ne surtout pas commettre lorsque tu investis sur des ETF. Alors, plusieurs choses. Premièrement, tu as ignoré les frais à long terme. Ça, je pense que tu l'as compris par rapport à ce que je t'ai dit, mais il faut également faire attention aux banques. En fin de compte, surtout ce sont des banques traditionnelles. Les banques traditionnelles vont te prendre des frais pour gérer tes ETF, alors qu'ils sont eux-mêmes passifs, d'accord, il n'y a rien à gérer, et qui sont eux-mêmes déjà gérés par le gestionnaire. Donc Amundi, iShares, BNP, comme on a vu. Donc à toi de voir si tu préfères rajouter encore des frais sur tes ETF. Ça, c'est toi qui vois et c'est toi qui le décides. Mais tout ce que j'ai à te dire, c'est que les frais vont freiner tes intérêts composés et vont freiner ton enrichissement. Ça, par exemple, avec un gain, d'accord, j'ai pris par rapport à un simulateur, d'accord. Ici, avec juste 2% de frais par an sur une période de 30 ans, c'est un manque à gagner de plus de 380 000 € sur 30 ans, juste avec des frais de 2%. Sans compter les frais d'entrée, les frais de sortie, les frais de gestion, les frais de tenue de garde. Fais attention à quelle banque traditionnelle est-ce que tu es rattaché et n'hésite pas aussi à questionner, d'accord, ton banquier, parce qu'en toute transparence, je pense qu'ils ont l'obligation de le faire. Ensuite, tu as également l'effet du tracking error, c'est-à-dire que le tracking error, il va avoir un effet d'érosion justement à cause de ces frais. Les frais de gestion, comme je te l'ai dit, sont souvent calculés sur une base annuelle, mais ils sont déduits quotidiennement sur l'ETF. Cela signifie que chaque jour, une petite partie des actifs de l'ETF est utilisée pour payer ces frais, ce qui réduit progressivement la performance de l'ETF par rapport à son indice. Et oui, il faut savoir que l'indice de référence, d'accord, donc S&P 500 CAC 40, n'inclut pas les frais de gestion. Donc dans l'indice de référence, d'accord, dans un indice, je te parle pas de l'ETF, je te parle de l'indice boursier. Par contre, si un ETF a des frais élevés, son rendement sera systématiquement inférieur à celui de son indice de référence. Et oui, s'il y a des frais, évidemment. Ensuite, il y a une deuxième erreur que beaucoup de personnes font, je trouve, c'est que investir sur un ETF sectoriel, ce n'est pas être diversifié. Si tout le secteur entier est en difficulté, imaginons que là tu vas t'investir sur le pétrole, d'accord ?
eh bien toutes les actions à l'intérieur de l'ETF seront tirées vers le bas. Et en effet, acheter un ETF ne signifie pas être diversifié comme par magie, comme beaucoup le disent. Il y a des nuances à apporter. Comme je te l'ai dit, avec le cours du pétrole, si il chute, toutes les valeurs pétrolières à l'intérieur en subiront les conséquences. Et donc cette forme de diversification, non, ne vous protège pas. Pour moi, être diversifié, c'est diversifier à la fois en termes de secteur et en termes de zone géographique. Erreur numéro 3, oublier la fiscalité quand on choisit ses ETF. Certains jeunes investisseurs oublient les implications fiscales des ETF, notamment les différences entre ETF capitalisants et distribuants, comme je te l'ai dit avant, ainsi que les impôts sur les plus-values et les dividendes. Il faut bien retenir une chose. Sur un CTO, sur un compte titre ordinaire, le capitalisant, d'accord, tu ne vas pas être imposé parce que les dividendes que tu vas percevoir à l'intérieur du fonds, d'accord, vont être réinjectés automatiquement. Puis, tu as le distribuant. Lui, par contre, les dividendes que tu vas recevoir sur ton CTO seront imposés à la flat tax à 30%. Donc, c'est quelque chose à retenir. Il faudra plutôt privilégier les ETF capitalisants afin d'éviter d'être taxé sur les dividendes. Sauf si, bien sûr, tu es en phase de rente, bien évidemment. Et si tu combines bien sûr ça dans un PEA, il faut savoir que tous les dividendes perçus à l'intérieur d'un PEA sont exonérés, tu n'es pas imposé là-dessus, donc c'est là que c'est intéressant. Erreur numéro 4, être trop pressé et manquer de patience. Il faut savoir une chose, c'est qu'avec les ETF, on ne s'enrichit pas rapidement. Cependant, le long terme nous ont montré que le S&P 500 est le placement le plus rentable. Sur un an, comme en 2022, tu vois qu'on a réalisé une performance de moins 13,20. Mais si on dézoome un petit peu le graphique, sur 10 ans, on a plus 222% et sur 100 ans, on est à plus 2 millions de pourcents. Bref, ça commence à faire sacrément beaucoup. Tu vois que les performances, plus on décompresse le temps, plus le retour sur investissement est important. Et bien sûr, il y a des statistiques scientifiques et des données académiques qui le montrent. C'est que sur une source de BlackRock, de Morningstar, donc avec les données du S&P 500 de 1929 à 2019, voici le pourcentage de chances que tu risques de perdre de l'argent. À passer plus de 15 ans, tu as 99% de chances de gagner de l'argent et 0,2% de chances de perdre de l'argent. Sur 20 ans, les chances sont quasiment nulles. Voilà ce qu'il fallait retenir. Une autre erreur que j'ai remarquée, et ça je le fais de manière totalement improvisée, il faut être régulier sur son épargne. C'est-à-dire qu'il faut investir toujours une même somme sur l'ETF, peu importe, d'accord, si le marché est en haut ou est en bas. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses, d'accord, tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire qu'il faut discipliner une épargne, par exemple 100 € par mois, tu es capable d'investir 100 € par mois, 100 € par mois, 100 € par mois, afin de tenir ton investissement sur le long terme. Et ça, c'est extrêmement important parce que si tu coupes tes investissements, tu vas freiner les intérêts composés et tu peux freiner de potentielles plus-values sur le long terme. Donc, pense à être régulier dans ton épargne et à bien maintenir cette cadence. Et il y a une application bien sûr qui te permet d'investir avec des plans d'investissement programmés, c'est-à-dire que tu vas programmer tes investissements sans même y penser, c'est-à-dire que ça te prend généralement 0 minutes par mois parce que tu as fait sur ton portable, tu as programmé un plan et ça te permet donc de plus y penser et de programmer cet enrichissement durable sur le long terme avec des ETF. Et justement, je te donne rendez-vous sur mon portable et je vais te montrer comment est-ce que ça fonctionne. On se retrouve sur Trade Republic Investisseur, c'est la plateforme, le broker sur lequel j'investis en ETF, qui est particulièrement intéressant si tu veux investir avec des frais qui sont minimes. Je te montre comment ça fonctionne. Tu vas dans la barre ici recherche et tu peux chercher soit ton action, soit ton ETF. Donc ici, par exemple, moi, c'est le iShare Core S&P 500 parce que je veux investir sur le S&P 500. Et ici, tu peux créer une épargne, c'est-à-dire que donc, tu peux créer sur épargner, tu peux cliquer sur épargner, excuse-moi. Et donc ici, comme on a dit, tu vois, tu peux mettre par exemple 10 €. Tu choisis le plan, d'accord, que tu veux choisir, donc soit le montant, soit du titre au marché, soit la limite, d'accord, c'est les types d'ordre. Mais moi, je mets plan d'épargne, d'accord, c'est à investir automatiquement le montant en euros, tu vois, de manière régulière à partir de 1 €. Donc tu peux commencer vraiment avec de toutes petites sommes. Tu cliques dessus et donc voilà, moi je reste à 10 €, tu fais suivant et tu vois, tu peux choisir chaque semaine, 2 fois par mois, chaque mois. Donc moi je fais chaque mois. Tu peux choisir si c'est en début de mois, à la date à laquelle tu reçois ton salaire, soit le 2 août, tu vois, ou soit le 16 juillet. Donc moi je mets début de mois et voilà, et ensuite tu as juste à faire épargner, hop, et donc hop, voilà, ton plan d'épargne a été créé. C'est aussi simple que ça, investisseur, pour pouvoir commencer à construire son premier portefeuille en bourse. Mais si tu es intéressé pour vraiment bâtir un écosystème financier et vraiment être serein dans la construction de ton univers et créer une richesse durable, tu n'oublies pas, tu as le premier lien dans la description pour
réserver un appel avec moi. Investisseur, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et à laisser ton plus beau pouce bleu afin de soutenir la chaîne. C'était Sony, que la croissance et le rendement soient avec toi dans ton portefeuille. À très bientôt.